Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire découvrir le témoignage inédit de Béatrice. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Béatrice lors de la remise du premier prix que j'ai reçu pour le podcast en septembre dernier et j'ai de suite accroché à sa personnalité incroyable. Béatrice est une vraie guerrière. Vous allez découvrir son parcours et je vous préviens, c'est une sacrée leçon de courage. Lors de notre conversation, nous avons notamment discuté des différentes modalités de dialyse et de greffe de rein, des dons du vivant et de maternité, pour finir par parler de son association Info-Rein Santé et de son application Mobidi qui permet de référencer les centres de dialyse à proximité. Vous allez voir, un petit invité surprise s'est glissé dans notre échange. J'espère que ça ne dérangera pas trop votre écoute. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Béatrice. Et psst, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Pépin Podcast. Une dernière chose, rendez-vous à la toute fin de l'épisode si vous voulez écouter le bêtisier en exclusivité. Allez, je vous laisse tranquille, bonne écoute. Bonjour Béatrice, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions à te poser, mais avant de démarrer, j'aimerais présenter brièvement ton parcours médical aux auditeurs, si tu es d'accord. Oui, absolument, absolument. Donc, tout a commencé en 2002. Tu as découvert que tu étais atteinte d'une insuffisance rénale chronique. Tu avais tout juste 32 ans. Puis après 10 ans de traitement et de régime alimentaire strict pour préserver tes reins, tu as dû être dialysée pendant presque 7 ans. C'est ça. C'est une greffe de rein qui, en 2018, t'a permis de revivre presque normalement. Depuis ce jour, on peut dire que tu vas bien. En tout cas, tu vas mieux, puisque tu as eu assez d'énergie pour créer l'association Info-Rein Santé en 2019, puis en 2020, l'application Mobidi, dont on va parler tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, pour commencer, déjà, est-ce que j'ai fait des erreurs dans la présentation ? Non, ça va, tu as été parfaite. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'insuffisance rénale chronique et qu'est-ce que ça implique au quotidien ? Alors, l'insuffisance rénale chronique, en fait, c'est donc les reins qui s'affaiblissent au fur et à mesure. Et en fait, c'est progressif et à un certain moment, ça devient irréversible. Donc il y a plusieurs stades à cette maladie rénale. Ça va du stade 1 au stade 5. Et en fait, en ce qui me concerne, j'ai pu, tu vois, pendant 10 ans, préserver mes reins grâce à un régime qui était pauvre en protéines et avec des médicaments. Et ça m'a permis pendant 10 ans de ne pas aller en dialyse. Mais quand cette insuffisance rénale chronique bah, arrive au stade où tes reins ne fonctionnent plus, il faut donc soit avoir la chance d'être greffé comme moi j'ai pu l'être, ou alors commencer un traitement de suppléance, et donc qui s'appelle la dialyse. Et il y a plusieurs formes de dialyse. Il y a la dialyse, l'hémodialyse, et il y a aussi la dialyse péritonéale. Et ces deux formes de dialyse, la dialyse péritonéale, par exemple, se fait à domicile, mais aussi l'hémodialyse. D'accord, oui, c'est une de mes questions. Plus tard, on va y revenir. Je veux bien que tu nous expliques la différence entre les deux juste après. Mais est-ce qu'avant, tu peux nous expliquer comment tu as découvert cette maladie et dans ton cas, quelle est la cause de cette insuffisance rénale ? Alors moi, j'ai découvert cette maladie par hasard, c'est-à-dire que j'avais un matin, je me suis réveillée avec un très gros mal de tête et j'avais vraiment mal à la tête au point où je me sentais vraiment pas bien avec des nausées. Donc j'avais appelé un collègue de travail que je devais aller chercher habituellement, comment dire, enfin avec qui je covoiturais. Et je lui ai dit, écoute, là, je pourrais pas venir te chercher. Est-ce que tu peux passer chez moi parce que je me sens pas bien? Et on a fait venir le médecin d'urgence. Et en fait, j'avais 21 de tension. Donc, je faisais une hypertension, mais
vraiment extrêmement, voilà, c'était soudain. Et donc, on m'a emmenée aux urgences. Et ensuite, bah, je suis restée une semaine à l'hôpital pour pouvoir réguler cette tension qui était beaucoup trop élevée. Et c'est lors de plusieurs examens, donc j'ai fait bon, bah, des prises de sang, des analyses d'urine, mais aussi des biopsies pour pouvoir voir l'état de mes reins. Et c'est là qu'on a diagnostiqué une insuffisance rénale chronique à un stade un peu avancé. Mais voilà, donc moi j'ai découvert ça par hasard, mais un peu, si tu veux, suffisamment à temps pour pouvoir rester tranquille pendant 10 ans et pas avoir de dialyse tout de suite. Donc il faut savoir que la plupart du temps, on découvre ça et on est obligé de dialyser rapidement derrière la D'accord. plupart du temps, parce que c'est une maladie qui est silencieuse et qui n'a pas de symptômes, donc tu n'as pas de douleur par rapport à ça. Contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas mal aux reins. On a des reins qui peuvent, si tu veux, se dégrader de façon très silencieuse. Avec le recul, est-ce que tu penses que tu avais des signes avant-coureurs de cette maladie? Est-ce que tu avais une tension haute régulièrement? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 93, quand j'ai eu ma petite fille, j'avais fait un peu un excès de tension, et on m'avait dit que c'était plutôt une tension qui était liée à la grossesse et que ça s'arrêtait après la grossesse. Il se trouve que bon, moi j'ai eu ma fille donc en 93, donc a priori j'ai peut-être eu une tension qui est restée élevée et qui était un signe finalement de faiblesse du rein. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant quand on a de l'hypertension. Il faut vraiment pouvoir la surveiller et qu'elle soit régulée assez rapidement pour pas justement soit aggraver éventuellement une dégénérescence des reins ou soit déjà l'hypertension, c'est un signe assez fort qu'il y a quelque chose qui se dégrade dans ton corps. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut vraiment être vigilant. Donc, ça aurait pu peut-être être un peu mieux suivi, mais l'hypertension, ça peut être un signe de défaillance du rein. Oui. J'ai une dernière question au sujet du diagnostic. Est-ce que tu te souviens comment on te l'a annoncé et ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ah oui, oui. Le diagnostic, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant dans la mesure où on t'annonce une maladie chronique. C'est une maladie qui va être tout le long de ta vie présente, qu'on ne peut pas guérir sauf effectivement momentanément grâce à une greffe. Et que l'issue, moi à l'époque, c'était en 2002. J'avoue que ça me semblait lointain, mais on m'avait parlé un peu de la dialyse, mais pour moi, ça ne me concernait pas. Mais ce qui était très, très, très marquant, c'est que d'avoir une maladie chronique, tu vois, qu'on ne peut pas guérir en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te tombe dessus. Et tu as un peu tendance à te dire, mais pourquoi moi? Et j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à voir. Tu te poses quand même la question de cette fatalité, pourquoi ça t'arrive à toi et pas à ton voisin? Tu vois, finalement, tu te poses plein de questions, puis c'est un petit peu une sorte de... Je dis pas que c'est comme si tu allais mourir, mais en fait, quand on te dit que tu vas toujours avoir une maladie, tu as peur d'avoir un mal partout, de te dégrader, des choses comme ça. Et puis la finesse finalement de l'annonce, c'est pas toujours là. Moi, je sais que j'étais vraiment un peu seule et je me suis dit, mais je connaissais personne autour de moi qui avait cette maladie. Donc, ouais, j'étais un peu, voilà, c'est un peu un truc qui tombe dessus et qui fait pas toujours plaisir, quoi, même pas du tout, en fait. Et est-ce que tu t'es fait accompagner psychologiquement? Ah, j'avoue que non. Par rapport à ça, non. En tout cas, à ce moment-là, en 2002, j'ai plus eu envie finalement d'être, de croquer la vie à pleines dents en me disant, ben voilà, ok, j'ai une maladie, mais à l'époque, j'aimais beaucoup danser, donc je fais beaucoup de danse. Voilà, je me suis plutôt dit, bah, voilà, je vais vivre quand même normalement. Je vais faire attention effectivement à ma nourriture parce qu'on m'avait expliqué donc du coup qu'il fallait pas manger trop de protéines puisque effectivement les protéines ne sont plus filtrées correctement par les reins
puisque mes reins ne marchaient pas bien. Et puis, donc voilà, j'avais des recommandations alimentaires qui me permettaient donc de pouvoir protéger le peu de fonction rénale qui me restait. Et puis aussi, comme je faisais déjà beaucoup d'activités physiques, voilà, je suis restée très dynamique et j'ai eu envie de faire plein de choses en fait. Donc c'est vrai que ça ne m'a pas, ça m'a abattue pour l'annonce, mais je dirais que ça ne m'a pas empêché de vivre ma vie. Ça, c'est sûr que non. Ouais, tu as très vite rebondi. Ouais, ouais, ouais. J'ai même été très hyperactive entre 2002 et 2012. Voilà, j'ai un peu croqué la vie à pleines dents. C'est vrai. Comme on l'a évoqué plus tôt, en 2012, l'état de tes reins se dégrade. Tu es donc obligé d'aller en dialyse et de prévoir une greffe de rein. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est la dialyse? Alors, je dirais que là, pour le coup, l'annonce de l'issue de la dialyse, c'est-à-dire qu'on m'a annoncé au début de l'année, tu vois, début de l'année 2012, on m'a dit, ouh là là, bientôt, va falloir aller en dialyse. Alors là, pour le coup, c'était un deuxième pavé qui te tombe dessus, puisque la dialyse, c'est quand même 3 fois 4 heures de traitement toutes les semaines, ça ne s'arrête pas. Et en fait, c'est très invasif, hein. Tu es branché à une machine pendant 4 heures et on te filtre donc le sang pour enlever toutes les toxines que le rein ne peut plus filtrer. Et donc là, c'est ta vie qui change complètement puisque tu remets un peu en question ta vie sociale, puisque bon, au niveau du travail, tu vas devoir expliquer à ton employeur que 3 fois par semaine, pendant 4 heures, tu vas devoir aller faire un traitement. Donc ça, c'est un peu difficile. Il y a une partie un peu de déni au début où tu te dis, bah non, en fait, ouais, ça va bien se passer. Et puis en fait, c'est assez difficile finalement d'intégrer 3 fois 4 heures de traitement dans ta vie quotidienne. Après, tu as ta famille. Moi, à l'époque, bon, j'étais une maman seule, maman solo. Donc, il fallait quand même que je continue à travailler. Pour moi, c'était vital. Et que en plus, je puisse être au plus près de ma fille, qui était adolescente à l'époque. Et donc, du coup, il fallait que je puisse quand même assurer ma vie de maman. Et puis, en même temps, voilà, j'avais besoin aussi de vivre aussi. Donc, j'ai les sorties, les copains, les copines. J'avais besoin de vivre aussi. Et aussi, j'étais au niveau de la vie de couple. Moi, j'étais pas forcément, comment dire, à l'époque, dans une relation entre guillemets stable. Donc, c'est un peu, voilà, la difficulté aussi de rencontrer quelqu'un qui va t'accepter avec ta maladie. Donc l'annonce de la dialyse et puis l'entrée en dialyse, c'est très, très compliqué. Et en fait, c'est un parcours de, de, de soins, la dialyse, où en fait, tu as beaucoup d'informations au début. Et finalement, tu dois digérer bon, voilà, les 3 fois 4 heures. Tu dois en plus ne plus boire autant, puisque tu dois moins boire donc de liquide. Tu es obligé de faire attention. Il y a des contraintes hydriques, hein. Je crois que c'est à peu près 700 à 800 millilitres d'eau par jour. Et puis de l'eau, il y en a dans les fruits, il y en a dans les légumes, il y en a voilà, dans les aliments. Et puis bon, voilà, déjà ça. Et puis le traitement, quoi. 4 heures de suite, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces moments-là? Alors moi, je travaillais. J'avais décidé que, eh bien, bon, moi, j'étais dans une entreprise aussi qui était pas française. Donc, moi, j'ai toujours travaillé dans des entreprises étrangères, comment dire, je faisais du marketing opérationnel, donc j'étais dans des entreprises en fait où il y avait une culture du télétravail, il y avait plutôt une culture du résultat que du présentiel. Que pour le coup, j'avais expliqué à mon manager que je continuais à travailler pendant la dialyse puisque j'avais un ordinateur, j'avais le Wi-Fi et je pouvais continuer à travailler. Donc moi, pendant mes 4 heures de travail, je préparais mes dossiers, j'étais relativement active. Et ça ne m'empêchait pas, du coup, ça ne bloquait pas ma journée. Donc, après, j'allais au travail, après la dialyse, et je n'avais pas manqué, si tu veux, du travail, puisque j'avais été active et que
je pouvais très bien, voilà, je pouvais très bien passer 4 heures à gérer des dossiers sans pour autant manquer finalement du travail. C'était du travail qui pouvait permettre ça. Donc c'est vrai que le mardi et le jeudi, je travaillais le matin quand j'étais en dialyse. Et puis le samedi matin, en revanche, je dormais. Oui, parce que j'allais te demander, j'imagine que tout ça, ça fatigue énormément. Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que ce qui fatigue le plus, c'est pendant la dialyse? Est-ce qu'au contraire, c'est les moments où tu es éloigné de la dialyse parce que tu as peut-être plus de toxines dans le corps? Ou est-ce que c'est une fatigue chronique assez régulière Non, alors moi, la fatigue, alors en fait, quand tu es dialysé, c'est vrai que c'est très fatigant, hein, puisqu'en fait, on te filtre ton sang, on t'enlève quasiment toutes les. Enfin, t'enlève tout, hein, quand on filtre ton sang, on t'enlève tout, même les vitamines, le fer, tout ça. Donc, souvent, tu as des apports en fer, tu peux avoir des apports en fer, tu peux avoir des compléments de vitamines. Et moi, l'après-midi, quand je rentrais de la dialyse, souvent, ben, parfois, tu as des crampes en fin de dialyse. Donc, si tu as des crampes et des baisses de tension en fin de dialyse, tu es très affaibli. Et donc, moi, ça m'arrivait, tu vois, entre midi et deux, tu vois, de prendre une petite pause, de m'allonger, les jambes en l'air, parce que j'avais encore une tension basse. Et disons que l'après-midi de la dialyse, c'était difficile. J'étais contente de rentrer chez moi à la fin de la journée. Mais le lendemain, ça allait. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, j'ai été relativement normale. Donc, alors après, c'est moi, hein, c'est pas tout le temps comme ça, puisqu'en fait, il faut savoir que chaque personne, en fait, va avoir un ressenti différent, une douleur différente et une fatigue différente. Mais c'est vrai que c'est extrêmement fatigant et qu'au bout de 4 ans, bah, le rythme des dialyses 3 fois 4 heures tout en travaillant, ça m'a pesé. Donc, j'ai décidé de faire de la dialyse à domicile. Et j'ai cherché en fait une autre modalité. Je suis allée contacter un service donc dans un autre centre de dialyse qui faisait de la dialyse à domicile et qui m'a accompagnée sur cette modalité. Donc j'ai fait une formation de 2 mois pour pouvoir me dialyser quotidiennement à la maison. Et là, pour le coup, j'ai retrouvé un peu d'énergie, puisqu'en fait, ça m'a permis de me dialyser, au lieu de me dialyser 3 fois 4 heures, je dialysais 2 heures par jour, 6 jours sur 7. Et là, j'ai retrouvé un peu de forme, un peu de bien-être. Et là, ça m'a vraiment changé ma vie. J'ai plein de questions du coup. Est-ce que, bon, toi c'était il y a quelques temps, mais est-ce qu'aujourd'hui on donne le choix aux patients du rythme des dialyses et de s'ils préfèrent faire la dialyse en centre ou à domicile? Alors aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de centres maintenant qui peuvent proposer la dialyse à domicile et la dialyse en centre. Hein. Les personnes peuvent avoir le choix. En revanche, tous les centres de dialyse ne font pas les deux modalités. Donc, en fait, ça dépend vraiment des régions, ça dépend des départements. Et en fait, moi, j'étais en région parisienne. Donc, j'ai pu avoir le choix, si tu veux, ce choix-là de passer de la dialyse en centre à la dialyse à domicile, mais c'est quand même rare. La plupart du temps, on fait avec ce qu'il y a dans notre région. Et là, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément eu la possibilité de pouvoir choisir. Quand on habite dans une région où il n'y a pas de dialyse à domicile, on fait de la dialyse en centre. Et en fait, il y a à peu près la plupart des patients font de la dialyse dans un centre. Et aujourd'hui, la formation est toujours obligatoire pour le patient et elle dure 2 mois. Alors pour la dialyse, l'hémodialyse quotidienne à domicile, c'est 2 mois environ. Oui. Et par exemple, en dialyse péritonéale, hein, c'est un peu différent. La dialyse péritonéale, via le péritoine, qui est une membrane naturelle qui se trouve autour du nombril. Et là, en fait, la dialyse, on te met un cathéter en plus. Et en fait, si tu veux, par rapport à cette forme de dialyse-là, tu peux, comment dire, la faire chez toi. Et la formation est beaucoup plus courte.
puisque le soin est moins invasif que quand on fait de l'hémodialyse, où là, tu dois savoir te piquer, tu dois savoir régler ta machine, tu dois savoir te dépiquer en urgence, par exemple, s'il y a un problème lors de ta séance. C'est un peu plus technique au niveau de la dialyse, l'hémodialyse à domicile que sur la dialyse péritonéale, où oui, il y a des machines aussi. Mais tu peux, comment dire, c'est un peu plus simple, je dirais pas facile, c'est pas forcément le mot, mais la formation est moins longue. Et il y a une des deux dialyses qui est plus rapide ou pas? Ou plus performante? Au niveau de la performance, c'est difficile de te dire, puisqu'en fait, ça dépend aussi, par exemple, même en dialyse en centre, tu peux avoir des personnes qui vont se dialyser 3 heures et d'autres qui vont devoir besoin de se dialyser 5 heures, hein. Ça dépend vraiment de l'individu, besoin de filtration dont tu as. Et donc, on appelle ça, enfin, il y a le poids sec, si tu veux, c'est le poids de la personne sans avoir, si tu veux, qui aura un sang bien épuré. Et ce poids sec, c'est une référence qui va permettre, si tu veux, à chaque fois que la personne se rend dans son centre de dialyse, de voir le poids idéal qu'on va devoir atteindre, si tu veux, à chaque fois qu'on fait une dialyse, et puis qui va devoir être comparé, si tu veux, au poids quand tu arrives en centre. Tu vas avoir mangé beaucoup, tu peux beaucoup bu d'eau. Donc là, quand tu n'es pas dialysé, tu accumules en fait du liquide et des toxines dans ton sang. Et donc, du coup, là, comment dire, on calcule, si tu veux, en fonction du poids auquel tu arrives en dialyse, combien on va devoir te reprendre Oui, d'eau. ok, je Et vois. donc, voilà. Donc, Ouais. si tu veux, c'est vraiment individuellement, ça dépend. En revanche, la dialyse à domicile, il y a beaucoup de patients qui vont dire, au regard de la dialyse en centre, qui vont dire qu'ils se sentent un peu mieux. Parce que si tu veux, tu es dialysé de façon plus fréquente. Donc, ça ressemble un peu plus, si tu veux, aux fonctions d'un rein qui fonctionne normalement. Et tu as aussi, par exemple, la dialyse longue nocturne, hein, c'est 3 fois 8 heures dans la semaine. Et là, pour le coup, c'est 3 fois 8 heures, ça correspond plus carrément, si tu veux, au fonctionnement d'un rein normal. Du coup, l'état de la personne et s'en voit évidemment bien meilleur, l'état de santé. Donc, c'est vrai que toutes ces formes de dialyse-là, elles sont absolument, enfin, celles qui sont la dialyse en nocturne ou la dialyse quotidienne à domicile, elles sont comparables, si tu veux, au niveau des bons résultats de l'état de la personne. En revanche, elles ne sont pas toujours possibles. Mais il y a effectivement des dialyses qui sont plus douces que d'autres, ça c'est sûr. Et tout ce qui concerne la formation, le prêt du matériel pour la dialyse à domicile, tout ça, c'est quelque chose qui est remboursé ou pas, ou il faut investir personnellement de l'argent? Alors, la prise en charge sur l'insuffisance rénale en France, elle est évidemment prise en charge à 100%. C'est-à-dire que quand tu es en dialyse à domicile, on te prête la machine pour te dialyser, on te livre les consommables. Donc aujourd'hui, c'est vraiment bien pris en charge. Donc la personne, elle va pas. Moi, je n'ai jamais eu à débourser un centime pour mon soin. Bon, on peut dire que c'est bien. On râle quand c'est pas bien, mais on peut dire aussi quand c'est bien. Oui, bien sûr. Non, non, mais on a beaucoup de chance en France parce que dans certains pays, par exemple en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Si tu veux, déjà, il y a encore moins de place, il n'y a pas beaucoup de place dans les centres de dialyse. La dialyse à domicile n'est pas toujours déployée, voire même pas du tout. Et effectivement, pour certaines personnes qui n'ont pas pu avoir une place dans un centre public, elles doivent payer leurs soins dans un centre privé. Donc ça, c'est en Afrique. Et après, dans d'autres pays aussi, hein, on connaît tous les États-Unis, l'Angleterre. Enfin, il y a des tas de pays où les soins ne sont pas toujours pris à 100% et qui peuvent coûter, effectivement, quand malheureusement la maladie arrive vers toi. Ça peut être aussi un gouffre financier. On va continuer ton parcours médical. Donc en 2018, tu as été greffé de 2 reins ou d'un rein? En fait, on te rajoute un rat. Donc on te laisse les tiens. Moi, on m'a laissé les miens. On m'a laissé les miens. Alors, c'est pas le cas, pareil, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des patients, malheureusement, qui ont des reins avec des infections où on doit, en fait, là, on appelle ça une néphrectomie, enlever le rein qui va pas bien. Moi, en fait, j'ai donc 2 reins qui vont pas bien du tout, qui fonctionnent pas du tout. Donc, oui, moi, on m'a rajouté un rein. Donc, en fait, on te met un rein dans la, comment dire, on m'a mis un rein dans la fosse iliaque.
Je sais pas si tu vois où c'est devant. Donc j'ai un rein devant. D'accord. Et donc ma question de débutante en insuffisance rénale chronique, c'est est-ce que quand on apprend qu'on a cette maladie, on sait qu'on va forcément être greffé un jour? Évidemment, la greffe, c'est quelque chose qu'on attend toutes et toutes. Euh, mais malheureusement, toutes les personnes ne peuvent pas être greffées parce que tu as des gens, par exemple, qui sont hyper immunisés. Ça veut dire qu'ils vont avoir une réponse de rejet systématique sur un corps étranger parce qu'ils sont trop immunisés. Et que là, à ce moment-là, ces personnes-là, on va dire qu'elles vont devoir soit attendre très très longtemps pour avoir un rein qui correspond exactement à leur profil, comment dire, génétique, mais pas forcément. Et que parfois, tu peux ne pas être greffé du tout. On n'est pas toujours sûr d'avoir un rein. Puis l'attente, en fait, peut être longue, comme elle peut être très courte. Donc ça, c'est en fonction de ton patrimoine génétique. Il y a plein de facteurs qui font que tu vas peut-être être appelé plus vite ou moins vite. Et puis en France, tu vois, dans les centres de greffe, tu as des moyennes d'attente qui sont en fonction des régions aussi. Puisque tous les centres de greffe ne sont pas préleveurs de reins. Donc, en gros, les centres où il y a des prélèvements de reins, enfin, les centres de greffe qui prélèvent, ils ont plus de facilité à greffer aussi. Donc toi, dans ton cas, quand tu as commencé la dialyse, ton médecin t'a inscrit sur une liste. Et à partir de ce moment-là, tu ne sais absolument pas à quel moment tu vas être greffé. En fait, à Paris, par exemple, moi, j'avais une moyenne de 3 ans. D'accord. Donc, si tu veux, moi, j'ai attendu 7 ans quand même. Donc, voilà. Mais en fait, ça veut dire que le jour où tu es inscrit sur la greffe, sur la liste de greffe, bah, évidemment, tu es content. Tu reçois ton papier en disant oui, vous êtes sur la liste de greffe. Et puis, tu espères effectivement tout le temps. Au début, moi, les premières années, j'espérais vraiment être appelée très, très vite. Mais en fait, au bout de 3 ans, je me suis dit, je me suis inquiétée. J'ai demandé, je suis allée voir mon centre de greffe. J'ai dit, mais c'est quand mon tour? Tu vois, je me suis dit, mais c'est quand mon tour? Et là, on m'a expliqué qu'en fait, bon, bah, ça dépend effectivement de ton patrimoine génétique, ça dépend de ton groupe sanguin, ça dépend aussi voilà, du nombre de greffons disponibles, ça dépend de plein, plein de choses que tu ne maîtrises pas. Donc, c'est vrai qu'il faut être très, très patient. Et puis en fait, tu sais pas, c'est vraiment, il y a un logiciel qui s'appelle le logiciel Cristal, en fait, dans lequel finalement tu es inscrit. Toutes les données des personnes en attente et toutes les données des donneurs aussi, c'est des greffons qui sont disponibles, sont mis dans ce système informatique et ça permet de matcher. C'est un petit peu comme comment dire, Une application de rencontre. une application de rencontre. C'est bah, voilà, le meilleur patrimoine génétique, enfin le meilleur profil de greffon va rencontrer ton profil, qui va avoir ton profil, va te rencontrer. Et donc à ce moment-là, quand ça match, bah, on t'appelle. Après, quand tu as l'appel du greffe, tu peux être appelé avec d'autres personnes, par exemple. Tu vois. Après, il y a aussi le don du vivant. Oui, ça, j'allais te demander, est-ce que quand tu as été ajouté sur la liste, est-ce que tu as aussi fait le tour dans ta tête de ton entourage et tu t'es dit, tiens, telle ou telle personne, peut-être qu'on pourrait... Comment ça se passe en fait à ce niveau-là? Bah, en fait, si tu veux, moi, quand on m'a annoncé que j'allais aller en greffe, bon, bah, à l'époque, tu vois, j'étais très active, je partais en voyage et tout ça. Et puis, à l'époque, j'avais un ami avec lequel je travaillais dans une galerie d'art et il ne supportait pas. Il m'a dit, c'est un copain, tu vois. Et à l'époque, il m'a dit, mais c'est fou, tu vas devoir aller faire un traitement 3 heures par semaine, trois fois 4 heures. Et je lui dis, bah oui, tu vois, j'essayais de me persuader que finalement j'allais pouvoir le faire. Et lui il m'a proposé, en fait, de me donner un rein. Donc si tu veux, ça, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et en fait, c'est très long, ce parcours de don du vivant. Nous, moi, j'ai commencé la greffe au mois de juin. La dialyse, tu veux La dire? dialyse, excuse-moi, la dialyse. J'ai commencé la dialyse au mois de juin 2012 et en fait, en juin 2013,
on était encore dans le parcours de don du vivant, tu vois, un an après. Et il avait encore des examens à faire. Et lui, tu vois, il se posait des questions par rapport, ben, est-ce que la grève pourrait avoir lieu en juillet-août, par exemple? Et à l'époque, on nous avait dit, ben non, en juillet-août, il n'y a pas de grève, quoi. Puisque, en fait, comme tu fais un don du vivant, en fait, tu peux programmer. Et en fait, ils évitent de programmer en juin et en août parce qu'il n'y a pas forcément assez d'équipes médicales présentes tout en même temps. Et une greffe, un don du vivant, il faut deux équipes. Il faut une équipe pour prélever le rein, donc une équipe donc, chirurgicale et une équipe de, comment dire, aussi de... ah, ben, ça y est, j'ai oublié le mot. Une équipe de réanimation. Donc une équipe chirurgicale et une équipe de réanimation. Et pareil pour la personne qui va être greffée. Donc ça fait beaucoup de personnes. Et en fait, donc c'est pour ça que c'est bien la greffe, si tu veux, en don du vivant, parce que ça te permet d'organiser tout ça. C'est comme un chef d'orchestre, tu dois pouvoir tout organiser pour que tout se passe bien. Et en fait, bon, bah, alors c'est pas que ça qui a fait que cette greffe n'a pas pu, ce don du vivant n'a pas pu arriver. Moi aussi, j'ai réfléchi tout ce temps, en fait, en me disant, bah, c'est un ami qui va me donner un rein. Cet ami, il est papa, il a une compagne, il a des enfants. Et si un jour ça se passait pas bien pour lui, tu vois, et je me suis dit, ben en fait, est-ce que j'ai envie de porter ce poids de responsabilité, même si c'est un super cadeau, même si c'est hyper touchant. Et en fait, ce temps qui est pris justement pour faire tous les examens nécessaires, parce qu'en fait, les personnes qui vont donner un rein, on leur fait des tas d'examens pour être sûr que ce don ne va pas, si tu veux, dégrader leur santé et qu'ils sont surtout en très bonne santé. Mais ça veut dire qu'il était compatible alors. Oui, oui, D'accord. J'imagine que c'est un des premiers tests qui est fait. exactement. On te fait un test de compatibilité avant d'aller effectivement faire toutes ces démarches et tout ça. Mais surtout, on s'assure que cette personne est en très bonne santé et que le don d'un rein, comme je t'ai dit au début, on peut vivre avec un seul rein. Donc, ne va pas mettre en péril la qualité de sa vie future. Donc, mais moi, dans ma tête, ça me perturbait quand même, tu vois. C'est vrai qu'une greffe entre amis, ça me pose plus question qu'une greffe, par exemple, dans la C'est famille. pas pareil, mais c'est justement autorisé. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement, mais qui est justement surveillé parce que, enfin, surveillé, il y a des précautions qui se sont prises, puisque par exemple, tu dois passer devant un comité, tu dois passer devant le juge, tu dois passer devant des psychologues pour pouvoir être sûr, si tu veux, déjà que tu es prêt à faire ce don, et puis surtout qu'il n'y a pas de lien, si tu veux, qui sont malsains entre le donneur et la personne qui sera greffée et que il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de pression psychologique qui est exercée sur un ami, par exemple, pour donner un rein, ou même si c'est un couple non marié, tu vois, il y a Ou financière. une financière exactement, parce que le don en fait d'organes en France, il est anonyme et gratuit. Donc en fait, quand tu reçois un don d'un donneur mort, comme moi j'ai pu avoir en 2018, ben, tu sais pas qui c'est, tu connais pas sa famille, et la seule chose que tu peux faire, c'est éventuellement envoyer un courrier au centre de greffe que la famille pourra ou pas ouvrir. Elle a le choix de ne pas l'ouvrir non plus, tu vois. Donc c'est très réglementé en France et ça évite, si tu veux, les dérives qui peuvent comment dire, survenir dans certaines conditions, hein, puisque c'est très délicat, comme tu l'as dit, éthiquement, ça peut poser des problèmes. Ouais, c'est une question assez délicate. Donc, dans ton cas, c'est une greffe d'une personne qui est décédée. Comment s'est passé le après, physiquement, mais aussi psychologiquement, et quel est ton quotidien depuis cette greffe? Et comment tu vis je sais pas si voilà tu t'es questionné à ce sujet-là, mais est-ce que tu penses parfois à la personne bah, qui t'a donné ce rein? Quelle est ta vision des choses à ce propos? Alors, moi, pour être complètement honnête, évidemment que je remercie la personne qui m'a fait ce don et tous les jours en étant déjà heureuse de vivre et en vivant, entre guillemets, ma vie à 100%. Mais euh, je, 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 j'y- je vais être honnête, j'y pense très peu, tu vois.
puisque finalement, le fait d'avoir donné la vie et de vivre déjà, c'est super, tu vois, de faire ce don. Moi, j'aimerais, tu vois, pouvoir à mon décès euh, faire ce don aussi. Tu vois, je dirais que on devrait tous pouvoir, et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, hein, dans la loi, on est tous donneurs, à moins de l'avoir signifié dans une liste de refus. Tu vois, et moi, je trouve qu'on devrait tous avoir cette conscience que quand on est mort, on n'est pas vraiment mort, puisqu'on peut continuer à donner la vie en étant donneur d'organes. Moi, je suis heureuse d'avoir reçu ce don. Pour moi, c'est vraiment une vie, une transformation incroyable. L'opération en elle-même, euh, je l'ai même pas, comment dire, j'ai pas eu de séquelles, tu vois, je, me ra- je n'ai pas de douleur, tu vois, de l'opération. Pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est les 5 jours de traitement. C'est en fait quand tu ressors donc de, comment dire, de réanimation, tu as un traitement assez fort d'anti-rejet, justement, pour pouvoir justement passer cette étape donc de ce corps étranger qui arrive à l'intérieur de toi et on te donne des immunoglobulines, enfin bon, et ça, tu vois, tu as une perf de chaque côté, tu as beaucoup de passages de produits dans ton corps. Et moi, c'est là que ça a été le plus dur, parce que c'était, j'avais des réactions, je vomissais, j'étais très mal par rapport à la puissance, si tu veux, de ce traitement post-opératoire. Et au fur et à mesure, en fait, on t'enlève des choses. Donc, tu vas de toute façon de mieux en mieux assez vite. Mais c'est plus ça qui a été pour moi très dur. C'est plus, voilà, ce traitement euh, qui était un peu fort. Et les immunoglobulines, voilà, j'ai un peu moins bien, j'ai pas trop supporté. Mais très vite, en fait, quand je suis sortie de l'hôpital, c'est tellement un bonheur, tu vois, de revivre sans la dialyse, que tu oublies aussi très vite. Enfin, moi, j'ai très vite oublié la dialyse. Donc, dans ma tête, en revanche, il y a ce petit coin qui me dit, ouh là là, ça, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'y retourner. Mais je sais que c'est possible, tu vois, puisque quand tu es greffé, finalement, ton don, le don que tu as reçu, peut s'arrêter de fonctionner un jour. C'est quelque chose, c'est une réalité, par contre, que j'ai intégrée. En revanche, je fais tous les jours, je le sais, et c'est pour ça que je vis avec ça. Mais c'est pas triste, hein, tu vois, c'est que je me dis, bon, bah, peut-être qu'un jour, je devrais revenir en dialyse. Alors, je sais que j'ai pas trop envie, mais en attendant, voilà, je fais des choses qui vont me permettre d'accomplir sereinement ce que je ne pouvais pas faire avant. Est-ce que dans ta vie, il est fort probable que tu aies besoin d'une deuxième greffe ou pas forcément? Alors, je sais que, tu vois, il y a des gens qui en sont à leur troisième greffe, tu vois, ou qui en ont eu quatre. Et je dirais que tout dépend aussi de à quel moment tu as commencé à être malade, tu vois. Donc, en fait, une greffe de rein, par exemple, sur un donneur vivant, ça peut durer 20 ans. Et sur un donneur mort, je crois que la moyenne, je crois que c'est 10 ans. Attends, j'ai pas compris. Il y a des différences entre si le donneur était mort ou s'il était vivant? Oui, absolument. Puisqu'en fait, en don du vivant, en général, tu as donc une compatibilité maximum, hein, puisque D'accord, en oui. général, quand tu fais un cross-match, ça veut dire qu'il y a une compatibilité que tu sais avant. Enfin, tu t'assures de la compatibilité le don du vivant ne peut pas se faire si tu n'as pas un donneur compatible. Donc, il faut trouver un donneur compatible pour pouvoir faire une greffe du vivant. Alors, ça peut être plus ou moins compatible. Je pense qu'il doit y avoir aussi comment dire, des pronostics de succès sur sur ce don du vivant. Mais je pense qu'ils ne s'engagent pas sur un don du vivant où ils savent que ça va rater. Mais en fait, tu ne sais jamais si ça va rater ou pas finalement, hein. C'est aussi la réaction du greffon peut ne pas fonctionner, si tu veux, quand on te le greffe, le greffon, il peut ne pas fonctionner, hein. C'est vraiment quand tu as un don d'organe, tu as un traitement immunosuppresseur après. Donc, ça veut dire que c'est un traitement que tu dois prendre à vie pour être sûr que cet organe ne sera pas rejeté par l'organisme de la personne. Parce que même si tu as pris des précautions pour que la compatibilité soit bonne, il faut entretenir le fait que c'est quand même un don, un corps étranger. Et donc, les immunosuppresseurs permettent d'éviter les rejets.
Et est-ce que à cause de ces immunosuppresseurs, tu as tendance à être plus souvent malade, pardon, que la moyenne? Alors, moi, j'ai pas vraiment eu de problème, voire pas du tout, puisque je n'ai pas d'effet, comment dire, indésirable. Mais ça peut arriver, je pense. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut le dire. Enfin, tu le sais très vite et c'est ton médecin qui va t'accompagner là-dedans, voire changer ton traitement si tu as des effets indésirables. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas eu. Donc, je suis plutôt dans un traitement qui me convient. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que par exemple, tu peux avoir tu fasses attention, par exemple, à bien te protéger du soleil, puisqu'en fait, moi, je mets toujours de l'indice 50, puisqu'en revanche, les immunosuppresseurs et les anti-rejets sont très sensibles à tout ce qui est lumière. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un cancer de la peau, donc il faut se protéger, mettre un chapeau. Donc ça, c'est vraiment des précautions à prendre. Et puis aussi, il faut faire attention au sucre et au sel puisque tu prends des traitements qui peuvent induire un diabète. Tu vois, un diabète induit, parce que c'est des traitements, les traitements qu'on te donne peuvent avoir des conséquences là. J'aimerais revenir un petit peu en arrière parce que là j'ai une question qui m'est venue. Enfin, j'imagine que tu te souviens du jour où on t'a appelé pour te dire qu'il y avait un greffon de disponible. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, en fait, quand on m'a appelée, j'étais au supermarché en bas de chez moi. Enfin, tu sais, c'était, comment dire, un truc de fou, quoi. Donc, j'étais voilà, en train de faire mes courses et puis, voilà, j'allais manger avec mon copain qui devait venir manger avec moi et tout ça. Donc, j'étais avec mon petit panier, j'achetais des trucs et une fois arrivée à la caisse, je reçois un coup de fil et c'était un coup de fil inconnu. Et moi, j'ai tendance quand tu attends un appel de greffe, tu as tendance à jamais éteindre ton téléphone. C'est quelque chose, tu réponds à tous les coups de fil. Et donc, du coup, je réponds. Et là, c'était un médecin qui me disait, bah, Madame Embark, j'ai un rein pour vous. Et Comme là, ça. et voilà, il est pour vous celui-là. Genre, et j'étais là, je fais, c'est vrai. Et en fait, tu es dans un petit nuage parce que là, le caissier et tout ça, tu lui dis, on m'appelle pour un don d'organe. Tu vois, genre, personne ne comprend rien. Mais toi, tu es sur ton petit nuage. Donc, j'étais comme ça. J'avais mon téléphone, j'ai payé mes courses, je suis partie. En plus, en sortant donc, du magasin, bah, il y avait mon copain qui était là. Je dis, on vient de m'appeler pour la greffe, on vient de m'appeler pour la greffe. Tu vois, j'étais comme une folle. Et pendant, en fait, je crois que pendant une journée, j'ai pas décollé parce que je n'arrivais pas à réaliser. Et en fait, le médecin donc m'a donné, il devait être 8 heures et il m'a dit, bah, vous venez à l'hôpital à 11 heures. Donc, t'as juste le temps de faire ta valise, tu manges même pas, t'as plus faim, tu Ah oui, vois. c'est de suite. Ah bah, en fait, là, pour moi, il m'a dit, il fallait que je vienne de suite. Et en fait, il se trouve que, enfin, dans les 3 heures, hein, il était 8 9 heures, je suis arrivée à 11 heures. Et en fait, ils te refont des tests. Pendant la nuit, j'ai eu plein de tests. Tu as un espèce de pavé comme ça, de tube qui te prélève. Et ils te refont plein de tests. Et en fait, j'ai quand même dormi toute la nuit. Et en fait, c'est le lendemain soir qu'on m'a greffé, puisque j'attendais finalement, quand il m'a appelé, le rein n'était pas prélevé sur la personne. C'était une personne qui était en respiration, tu sais, sur un respirateur, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui était encore en assistance respiratoire et qui n'avait pas été débranché. Et tu sais pas du tout dans quelle ville c'était. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je sais qu'il y a des patients qui réussissent à regarder les dossiers sur les chariots et tout ça pour avoir des infos. Moi, je n'ai aucune information. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Je ne sais pas dans quelle ville. Je pense que la personne était dans Paris, puisqu'en fait, ils attendaient un organe de l'autre côté de Paris, apparemment. Et que le lendemain matin, en tout cas, enfin, après, je te dis ça, mais je ne sais pas qui c'était. Et c'est pour ça que je te dis, moi, tous les jours, je remercie la personne parce que je suis là, je n'ai pas à faire un traitement de substitution, je vis ma vie normalement. Mais c'était magique, en fait. Tu vois, tu décolles pas jusqu'à pendant peut-être toute une journée. Et le moment où j'ai su que c'était bon, c'est le moment où on m'a descendu au bloc.
à je sais pas quelle heure le soir et que là j'étais sur le bloc et que j'étais à moitié shootée puis que j'avais une personne qui me disait ouais voilà on a reçu le greffon, regardez il est bien et tout. Je voyais rien du tout quoi. On m'a mis le truc pour m'endormir. Après je suis tombée voilà, je me suis réveillée avec quelqu'un qui me disait que tout s'était bien passé et voilà, c'était le bonheur intégral. Mais jusque-là, voilà, j'ai vécu ça comme une sorte de rêve en fait. T'as du mal en fait, j'avais du mal à réaliser et j'ai réalisé vraiment le jour où il était dans moi, quoi. Encore le lendemain, quand j'ai vu que c'était dans mon corps. Et c'est quoi le premier truc que tu as fait en sortant de l'hôpital? Ah, le premier truc que j'ai fait, c'est compliqué parce que je suis rentrée chez moi. Est-ce que tu t'es dit, là, ça y est, je suis greffée, plus de dialyse, je sais pas, moi, je mange ça, ou je fais un voyage, ou je... Non, malheureusement, justement, j'avais fait plein de plans là-dessus et rien ne s'est passé comme je voulais. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été greffée, j'avais acheté une maison. J'avais acheté une maison, je venais de me faire virer de mon job. Et si tu veux, bon, bah, du coup, la greffe, ça a tout effacé au niveau de ce qui s'était passé à mon travail et parce que c'était un travail que j'aimais beaucoup avec des collègues que j'aimais beaucoup, mais la boîte, en fait, elle était en train de péricliter. Et c'est vrai que c'était la fin, entre guillemets, c'était au bout de 7 ans, c'était la fin d'une période de ma vie. Et cette maison, c'était un petit peu l'espoir de pouvoir bah, avoir des choses nouvelles. J'avais changé de ville puisque je voulais habiter je voulais pas forcément habiter en Normandie, mais tout s'est fait un peu de façon, voilà, quand tu arrêtes un travail, bah, du coup, tu fais des choix et ta vie, elle est en train de se transformer. Plus une greffe, ça se transforme encore plus. Et j'ai été en formation, en reconversion dans un master. Donc, si tu veux, je me suis concentrée sur cette formation, en fait. Et ça m'a permis déjà d'avoir un objectif, puisque la chose à laquelle je pense quand je pense à ma greffe, souvent, c'est le retour en formation avec les élèves avec qui j'étais en cours en master, parce qu'ils m'ont dit, mais tu es transformée. C'est-à-dire que il paraît que la couleur de ma peau, mon visage avait repris, tu vois, la forme du visage de quelqu'un qui était en bonne santé. Et ça, c'est ce que je retiens, c'est qu'en fait, le regard des gens, c'était, ah bah Béatrice, tu m'as l'air en meilleure forme, et puis la couleur de ton visage, tu es rayonnante. Et ça, pour moi, c'était vraiment incroyable. C'est ce but de faire cette formation, je devais écrire un mémoire. Et en fait, j'ai écrit un mémoire sur ma pathologie, en fait. Parce que pour moi, c'était devenu l'objectif pour moi, c'était d'enrichir mes connaissances pour pouvoir bah, partager les expériences que j'ai eues dans ma vie et puis pouvoir être active dans la transformation justement de ce parcours de soins dans l'insuffisance rénale parce que moi, j'avais envie d'y participer. Tu vois, j'avais envie d'être acteur, actrice d'une certaine forme de transformation. Et ça fait la transition parfaite. J'imagine que c'est un peu ce pourquoi tu as décidé de créer l'association Inforin Santé en 2019. Exactement, exactement. Parce que j'avais retrouvé cette énergie pour être justement dans l'action. Je voulais créer une association parce que pour moi, c'est la possibilité d'avoir des projets, de pouvoir justement aller à la rencontre de professionnels de santé, à la rencontre de patients qui ont peut-être besoin d'aide, et puis de faire quelque chose dans ce domaine qui me semble encore un domaine où il y a des choses à faire. L'association, elle a été le premier accomplissement pour moi le jour où j'ai reçu, tu vois, la publication au journal officiel qui disait qu'un forum santé avait été créé. Je me suis dit, waouh, ça y est, je touche un de mes objectifs. C'était un objectif que je m'étais donné, c'était de créer une association.
J'avais aussi rencontré une personne qui avait elle-même une association qui m'avait mis le pied à l'étrier. Donc, pour moi, en fait, les choses avançaient au fur et à mesure et, euh, et, et ça me donnait vraiment l'impression que l'énergie, tu vois, qui avait pu me manquer ou les obstacles que j'avais eus pendant mon parcours de santé, ça commençait à se débloquer et que je pourrais faire quelque chose, en tout cas en faveur des personnes qui ont eu le même parcours que moi et puis devrait justement dans cette direction de faire des innovations, mais aussi d'être participante et d'être effectivement partie prenante plutôt que de subir en fait les choses, mais en même temps d'être créatrice. Voilà, d'être créatrice de quelque chose. Et depuis 2019, ça a été quoi tes premières missions, on va dire, les choses, dans les choses à changer? Alors, en fait, dans mes premières missions, ça a déjà été de comprendre aussi beaucoup de choses parce qu'en fait, dans la santé, il y a différents organismes qui sont très importants, les institutions publiques qui œuvrent aussi beaucoup dans le et qui ont en fait une fonction, si tu veux, de recommandation auprès en fait des acteurs de santé, hein, mais même auprès des patients, tu vois, tout ce qui est, comment dire, dans les parcours de soins, ça, c'est des choses qui sont réfléchies déjà en amont, mais aussi, tu vois, c'est ce qui a été important pour moi, c'est de découvrir, en fait, dans les associations, cette envie aussi de redonner la parole aux patients, de prendre en compte la parole de ces patients. Et donc là, j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont dit, bah voilà, on travaille sur telle ou telle chose et on est allé les faire ensemble, tu vois. On voit très bien que il y a beaucoup, beaucoup de terrain à défricher, mais que même s'il y a beaucoup de choses à faire ou à améliorer, euh, il y a parfois des résultats qui sont aussi visibles, tu vois. Mais en tant que patient tout seul, tu peux pas faire toutes ces choses. Il faut vraiment être entouré, aller voir les gens, voir ce qui se fait, pouvoir participer. Donc c'est vrai que le milieu associatif est très important puisqu'en fait, tu peux, comment dire, faire des partenariats avec d'autres associations, des partenariats avec des organismes, et du coup, tu deviens acteur finalement, mais aussi les personnes qui sont soignées peuvent, à leur niveau aussi, être acteurs ou actrices en étant mieux informés. Tu vois, moi, c'est quand moi, mon petit slogan, c'est mieux informé, je protège mes reins. Mais c'est vrai que quand tu es informé de certaines choses, tu peux, par exemple, aller voir ton médecin, en parler avec lui, alors qu'avant, tu sais, il y a plus de 20 ans, on n'avait pas cette habitude de pouvoir avoir un rapport ou un dialogue avec son praticien. Tu vois, le praticien était un petit peu vu sur un piédestal. Et on était en fait en position, si tu veux, de recevoir, mais pas forcément d'échanger avec lui. Alors que là, aujourd'hui, on peut, les associations font qu'il y a une voix qui existe pour les personnes concernées par la maladie et que cette voix, elle est entendue. Oui, enfin, en fait, les associations, c'est l'union fait la force. Et c'est vrai qu'il y a plein d'associations en France et elles ont un rôle vraiment essentiel quand on voit qu'elles arrivent même à faire changer des lois pour améliorer la qualité de vie des patients. C'est vrai que le milieu associatif, dès qu'on met le doigt dedans, c'est hyper intéressant et dedans, il y a des gens hyper engagés, hyper dynamiques. Et moi, j'avais une réflexion il n'y a pas si longtemps autour de ça. Je trouve que le bénévolat n'est pas assez valorisé en France, sans forcément que ce soit rémunéré. Si, par exemple, on est bénévole dans une association pendant 1 an, 2 ans, et qu'on est vraiment investi, ben, pourquoi pas avoir une déduction des impôts ou des choses comme ça. Et ça, je trouve que... Bon, voilà, c'était le petit coup de gueule. Gueule. Oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Après, aujourd'hui, les choses changent justement puisqu'en fait, tu as donc, je parlais de partenariat en santé, donc tu as des patients qui peuvent être partenaires, mais il y a aussi, tu vois, dans le monde associatif, moi aussi, je suis un petit peu comme toi. J'ai envie, de temps en temps, je pose des coups de gueule parce que si tu veux, souvent, tu as des personnes qui sont d'un certain âge, qui sont dans des associations et qui trouvent ça normal, par exemple, d'avoir des bénévoles qui sont pas, entre guillemets, rémunérés ou valorisés. Alors qu'en fait, aujourd'hui,
tu as par exemple des jeunes qui vont faire des formations, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations dans le médico-social. Tu as des infirmiers ou des infirmières qui vont faire des formations, donc qui vont avoir des bacs plus plus pour accompagner les patients, par exemple, dans leur parcours de soins. Et il se trouve que parfois, ces soignants sont aussi des malades. Et que, en tant que malade, tu peux aussi avoir un rôle à jouer auprès des équipes soignantes. Tu peux avoir un rôle à jouer auprès de la construction de nouveaux projets qui peuvent améliorer la santé. Et que ce rôle-là n'est pas toujours un rôle de bénévole, hein. Quand tu fais, tu sais, l'éducation thérapeutique, par exemple, il y a des masters en éducation thérapeutique. Tu as des gens qui font des doctorats sur le sujet de l'éducation thérapeutique. Et, et pour autant, ces personnes-là euh, peuvent aussi être des patients. Et dans ce cas-là, parce que ce sont des patients, est-ce que tu ne vas pas les payer? Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se construit justement aujourd'hui, et c'est très fort, puisqu'on voit dans des centres d'oncologie, par exemple, on voit maintenant des patients partenaires qui peuvent être employés en CDD ou en CDI sur des postes justement qui correspondent à de l'accompagnement, par exemple, des patients ou dans l'éducation thérapeutique, la création d'un parcours ou de projets qui sont liés à ces sujets. Et là, si tu veux, ça valorise un petit peu plus. Mais je dirais qu'au sein d'associations, pour moi, je trouve que toutes ces personnes qui veulent effectivement s'engager, je trouve que c'est important quand il y a un travail qui est fait par ces personnes, de pouvoir le valoriser. Parce que la plupart des associations, si on regarde bien, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du handicap, dans le domaine, par exemple, de la jeunesse, eh ben, parfois, elles prennent le relais de certains établissements publics qui sont limités dans leurs actions, tu vois. Donc, du coup, ce sont les associations au sein de leurs ressources bénévoles, elles ont ce sont des professionnels pour moi. Tu vois, elles sont arrivées, certaines associations, elles sont arrivées à tel point qu'elles sont aux côtés des institutions. Maintenant, il y a des associations dans le domaine du Rhin qui vont être des interlocuteurs privilégiés d'institutions publiques qui vont Oui, pouvoir, parce justement, qu'elles ont comme tu dis, elles ont une expertise que exactement, d'autres n'ont pas. Mm. exactement. Donc ça, effectivement, pour moi, c'est important de le valoriser et je trouve que avant, tu vois, dans les associations, c'était entendu que c'était des retraités, comme les retraités, ben, ils ont une retraite, bah, du coup, ils n'avaient pas besoin d'être payés. Aujourd'hui, c'est différent. Tu vas voir des gens qui veulent dès leur licence, dès leur bac, être bénévole dans une association, pour moi, ça peut être un métier, tu vois. Ça peut être un métier d'œuvrer pour le bien public. Ouais. Donc je trouve que, oui, je suis d'accord avec toi et je trouve que ton coup de gueule est tout à fait pertinent. Et c'est un peu ce que j'aimerais faire, puisque au sein des associations, et ben, on voit des patients, on voit des acteurs hein, qui ne sont pas forcément patients, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas touchés par la maladie, qui sont dans ces associations, qui ont des rôles extrêmement importants et qui devraient effectivement être beaucoup plus valorisés, et notamment, pourquoi pas, avec un salaire. Donc, c'est clair. On arrive aux questions de la fin, mais juste avant, est-ce que tu veux bien nous parler de l'application Mobidi que tu as créée en Oui, 2020? bien sûr. Bah, écoute, Mobidi, c'est donc une application et une plateforme qui encourage la mobilité des personnes concernées par la dialyse. Et en fait, dans Mobidi, l'idée, c'était qu'on a du mal aujourd'hui à trouver de l'information sur les centres de dialyse. On doit faire taper 10 ou 15 fois sur Google le nom de la ville en mettant centre de dialyse pour pouvoir le chercher. Et donc, du coup, l'idée, c'était de rassembler au même endroit toutes les informations pour pouvoir donc se déplacer facilement en dialyse, pour rendre bah, justement cette liberté et cette mobilité qui est perdue quand on rentre en soins de dialyse. Donc, on a pensé, nous, à déjà, il y avait un moteur de recherche qui permet de rechercher le centre de dialyse le plus proche
de là où tu veux partir en vacances. Là, actuellement, c'est dans une région. Donc, si tu tapes une région et tu tapes un type de soin avec Mobility, tu vas trouver en fait les centres qui correspondent à ton type de soin. Et l'idée aussi, c'était de trouver, aujourd'hui, on travaille sur une partie beaucoup plus professionnelle, un logiciel professionnel qui va permettre de faciliter en fait les échanges entre les parties prenantes, c'est-à-dire les centres dans lesquels les gens ont l'habitude d'aller et les centres dans lesquels ils veulent aller. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un temps administratif qui est important, qui est consacré par les centres, alors un temps qu'ils n'ont pas toujours, justement, pour accueillir ces personnes. Et le Covid, par exemple, après le Covid, on va dire que les centres de dialyse ont beaucoup souffert, hein, puisque maintenant, il y a un manque de personnel et il y a certains centres qui ont dû fermer, tu vois, leur place de vacances, alors qu'avant, ils recevaient des gens. Donc, il y a un gros travail à faire sur, si tu veux, la transformation aussi numérique de ces établissements qui ont besoin, si tu veux, d'avoir des outils qui leur permettent de communiquer entre eux. Donc l'idée de Mobility, c'est ça aussi. Donc, il y a un projet de recherche actuellement qui est fait avec l'Agence de la biomédecine sur, en fait, les trajectoires des personnes en dialyse. Donc là, on a accès aux données du réseau Rhin, qui sont des données qui sont anonymes, hein. On n'a pas le nom des patients, on ne sait pas qui sont des patients. Donc, c'est vraiment des données anonymisées. Mais ça va nous permettre, tu vois, d'identifier les types de mobilité. Tu vois, si une personne va d'un point à un autre et retourne dans son centre de dialyse, mais pour justement améliorer notre solution mobility, qu'elle soit plus proche, si tu veux, de la réalité aujourd'hui de la mobilité en France, puisqu'on n'a pas vraiment l'état de la mobilité en France. Le projet de recherche va pouvoir répondre à cette question. Et donc voilà, donc pour moi, c'est pas facile finalement en étant une femme, en étant une ancienne patiente, enfin, toujours une patiente, hein, parce que je suis toujours en greffe, mais je veux dire par là que c'est pas évident de porter un projet qui a quand même un fort, comment dire, intérêt pour moi plus social, disons, économique et sociale, puisqu'en fait, on va permettre, si tu veux, de rapprocher les gens de l'endroit où ils veulent partir en vacances ou pourquoi pas de l'endroit où ils veulent être dialysés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter une solution qui permettra de faciliter le besoin de ces personnes, mais aussi un besoin professionnel, puisque les centres de dialyse ont besoin, tu vois, d'avoir facilement cette communication qui ne se fait pas aujourd'hui pour accepter une personne facilement avec son dossier, que ce soit sécurisé et qui puisse lui répondre aussi rapidement, puisque ce temps médical qui est souvent, comment dire, euh, eh ben, grignoté au profit d'un temps administratif, puisqu'on exige beaucoup des centres de soins. Aujourd'hui, on exige beaucoup d'administratifs de leur part. Et nous, on veut vraiment essayer d'apporter une solution pour redonner justement du temps médical pour que les personnes puissent être plus en capacité, tu vois, de s'occuper des personnes en dialyse plutôt que de faire de l'administratif lourd. Et voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Mais on a envie de le faire doucement avec les centres de dialyse, donc les personnes et les personnes qui sont concernées par la dialyse. Donc, on voudrait vraiment travailler dans le sens de la co-construction avec tous les acteurs. D'accord. Et c'est une application ou un site internet et où est-ce que c'est disponible? Alors aujourd'hui, c'est une web app et donc c'est mobidi.org, mobyddi.org. Et donc, tu tapes Mobidi sur Internet, tu vas trouver beaucoup d'informations. D'accord. Mais on est en train d'améliorer notre projet, en fait, de le transformer. Donc, de toute façon, je te tiendrai au courant. Mais voilà, donc c'est mobidi.org, on trouve le Et site. je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et je mettrai aussi ton contact, ce que tu veux, Facebook, LinkedIn ou adresse mail, pour les gens qui sont éventuellement intéressés d'en savoir plus ou qui pourraient éventuellement t'aider sur ce projet. Et du coup, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as encore un petit peu d'énergie et de temps à me consacrer? Pour toi, toujours. C'est gentil. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler? La musique. Alors là, c'est plus pour mes camarades dialysés. Je trouve que Debussy est un artiste extrêmement, comment dire, reposant.
et qui te permet de rêver. Donc, moi, j'adore Debussy et j'écoutais Clair de Lune, qui est vraiment super. Si les gens vont voir, je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, ça me permet de rêver, ça me permet d'entrer dans un univers complètement différent. Euh, Au niveau de la lecture, moi j'ai des lectures assez éclectiques. Et si tu veux, je lis un livre de Bernie Bonvoisin en ce moment qui parle des enfants en fait en Syrie. Donc c'est pas très drôle, mais euh, mais mais je trouvais qu'il avait une écriture extrêmement vivante. Et en fait, c'est pas comment dire, mais moi ça me fait, comment dire. Je trouve que des livres en fait qui parlent sur ces enfants qui sont malheureusement touchés par la guerre, hein. On sait que pas loin de nous aussi, il y a une guerre actuellement qui est en cours. Mais je trouve que c'est important, tu vois, de penser aux enfants, justement, dans la guerre, mais aussi, tu vois, dans le futur de ce monde dans lequel on est en train de vivre. Parce que voilà, l'avenir des enfants n'est pas toujours très rose, hein. On parle d'écologie, on parle de respect de l'environnement, mais aussi de soins, hein. Le soin ne va pas en s'améliorant toujours. Donc, je pense que voilà, je vais te donner le titre du livre. Ça s'appelle La danse du chagrin. Moi, j'aime beaucoup la danse. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai été attirée par ce livre, parce que j'avoue que on m'aurait dit que j'allais lire un livre sur les enfants syriens. Bah, voilà, je sais pas. Ça m'est pas venu comme ça. Mais par contre, Bernie Bonvoisin, c'est une belle surprise parce que c'est super bien écrit et ça te fait rentrer dans un univers de réalité, mais tout en voyageant et en étant confronté à une réalité que les enfants vivent actuellement. Et voilà. D'accord, bah, hyper intéressant. Je ne connaissais aucun des deux, donc je vais aller me documenter de suite. Et en tous les cas, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien? Alors, oui, alors je vais te donner un mantra. Alors, je sais pas si je vais bien le restituer, mais en fait, je ne sais pas où je vais, mais je sais que je vais y aller en riant. Donc, c'est une citation en fait qui est tirée de l'anglais, donc de Moby Dick. Et donc, et c'est une citation que je donne parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Et c'est ce qui m'a inspiré en fait sur le nom de mon application. Et donc voilà. Donc je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais en rien. Très joli. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder? Oui, alors c'est pas forcément un sujet super drôle, c'est la maternité. Parce que moi, quand j'étais donc en insuffisance rénale, hein, avant d'être en dialyse, j'ai trouvé que j'avais pas été assez accompagnée. Enfin, moi, j'avais pas trouvé en tout cas l'accompagnement nécessaire pour pouvoir enfin, traverser cette étape. J'ai même entendu, bah non, mais voilà, c'est pas possible d'avoir un enfant quand on est insuffisant rénal. Et les choses ont bien changé. Donc, je trouve que les choses ont bien changé et que je pense qu'il faut vraiment, quand on est une femme, ne pas tirer un trait sur ses vies de femme, justement, parce que moi, c'est ce qu'on m'avait demandé de faire, et vraiment de rentrer dans un dialogue avec son soignant, parce que je pense que c'est très important de ne pas mettre de côté cette envie, alors c'est pas simplement la vie de femme, hein, c'est cette envie aussi de créer une famille avec un conjoint ou un compagnon. Donc, je trouve que c'est très important et je pense que dans l'insuffisance rénale, malheureusement, c'est un parcours qui est très difficile et notamment pour pouvoir avoir des enfants, qu'on soit un homme ou une femme. Et je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter, des sujets qu'il ne faut pas hésiter à aborder avec son médecin. Donc c'est possible d'avoir des enfants quand on est en insuffisance rénale, mais il faut être surveillé de près. Exactement, c'est un parcours de soins qui est effectivement, du coup, tu es prise en compte comme une grossesse à risque, évidemment, mais il ne faut pas hésiter à anticiper ce besoin, à en parler avant
évidemment avant qu'il soit trop tard, c'est-à-dire d'être enceinte et que ce soit pas forcément le bon moment ou dans les meilleures conditions. Et ça se prépare et c'est possible. D'accord, Donc d'accord. voilà, moi c'est un sujet très important, je pense, pour moi qui m'a beaucoup touchée, parce que bon, moi j'ai perdu un bébé à 3 jours. Enfin, il était né et je l'ai perdu, il avait 3 jours. Et pour moi, ça a été un vrai drame. Et, mais je pense que ça aurait pu être évité avec un meilleur accompagnement gynécologique, un meilleur accompagnement psychologique, un meilleur accompagnement de la famille quand le bébé, tu vois, est né prématuré et que le bébé décède après, tu vois. Je pense que c'est des choses qu'il faut exprimer. Et je pense qu'il ne faut pas rater, si tu veux, des choses, parce que pour moi, la vie, pour moi, c'est la vie avec une famille. La vie, c'est avoir des enfants, c'est pouvoir, malgré justement les inconvénients de la santé ou les difficultés de ton parcours, tu as le droit d'avoir cette envie de créer un foyer et ou une famille. Et donc, pour moi, c'est des choses à côté desquelles il ne faut pas qu'on s'oublie, en fait, dans la maladie. Merci pour ce partage. Encore deux petites questions. J'aimerais savoir de quoi tu es le plus fier aujourd'hui. Moi, de ma fille, Oh, tout le monde répond ça. ouais. Non, Y a- parce qu'elle est magnifique, elle est gentille, elle est belle. Enfin bref, elle a tout pour elle. Ok, bon, allez, une petite dédicace à ta fille alors. Et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ah ben, moi je dirais une réussite professionnelle, parce que je dirais que même si j'estime aujourd'hui que je maîtrise pas mal de choses, que j'ai eu la chance, voilà, de faire beaucoup de choses, j'ai envie, tu vois, de construire quelque chose bah, qui me plaise, mais qui soit, qui puisse servir à tous, tu vois. C'est vraiment, alors que ce soit mon projet Mobidi ou un autre, hein, je veux dire par là que pour moi, mon accomplissement, ce sera quand j'aurai pu partager quelque chose qui fonctionne avec le plus grand nombre d'autres personnes et j'espère avec des personnes qui sont dans un parcours de soins d'insuffisance rénale, tu vois, par exemple. Mais j'aimerais voilà, réussir quelque chose qui fonctionne dans ce domaine-là. Ouais. Bah, c'est tout ce que je te souhaite et je suis très admirative de tout ce que tu as fait. Et en préparant notre conversation, je me suis dit, mais elle a été greffée en 2018. En 2019, elle a créé l'assaut. En 2020, elle a créé l'application Mobidi. Bon, après, il y a eu le Covid. Donc, il me tarde de voir 2022, 2023, les autres années. Mais en tout cas, tu as une énergie folle, quoi. Donc, je suis sûre que tu vas arriver à tous tes objectifs, c'est certain. Si, ben, moi, je te remercie parce que j'ai beaucoup aimé ta conversation, la conversation qu'on a fait ensemble. Et puis, j'aime beaucoup ce que tu fais aussi. Donc, voilà. Merci de m'avoir invité sur ce podcast, en tout cas. Mais merci à toi et voilà, tout le monde est content. Donc, Exact. merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions et de t'être livré comme tu l'as fait. Et voilà, à bientôt. À bientôt. Merci, Pauline. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Béatrice pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Béatrice ou retrouver les livres, musiques ou applications que l'on a évoqués. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode. Et en fait, un petit bruit derrière. Non, mais je dirais que le podcast, c'était pas juste avec Béatrice, c'était aussi avec son chien Son qui a chien, voilà. participé activement à toutes les questions. Désolée, mais il a l'air de bien s'amuser en tout cas. Attends, bouge pas, je vais mettre la lumière moi aussi parce que c'est Pas de nuit. souci. Attends, bouge pas. Hein.